Velléité de déstabilisation et incident de tir, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est exprimé. Libération des bordures de voies, quelle suite après le délai de 10 jours? Et enfin, Sénégal, Bassirou Diomaye Faye en visite en France, a rencontré le président Emmanuel Macron. Voici, mesdames et messieurs, les grandes articulations de ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias pour le décryptage, l'analyse et aussi les commentaires des différents médias partenaires. Pour la Tribune de ce jour, je suis accompagné par 3 professionnels des médias. Nous avons Michael Tougri, il est rédacteur en chef de Trui TV. À ses côtés, Idriss Koumbem, journaliste à la Radio Liberté. Et enfin, Joël Soré, journaliste à Trui TV et Watt FM. Une semaine après l'incident de tir qui s'est produit au centre-ville de la capitale, eh bien, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à la télévision nationale du Burkina aux côtés du personnel. En psychologue d'un jour, le capitaine Ibrahim Traoré est venu remonter le moral des travailleurs. Déjà, Michael Tougri, de manière générale, comment est-ce que vous appréciez cette sortie du chef de l'État qui était attendue? Ah oui, mais c'était une sortie qui était très attendue, qui venait mettre fin à beaucoup de supputations, de désinformation. Vous l'avez dit qu'il remontait le moral des travailleurs de la RTB. Non, ce n'est pas seulement les travailleurs de la RTB, c'est pratiquement tous les Burkinabés qui a remonté le moral parce que c'était pratiquement plusieurs jours d'incertitude à un certain niveau, à un certain moment, parce que c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont été présentées, notamment le don de sang, ça priait à l'université de Ouagadougou. Malgré tout ça, il y avait beaucoup de désinformations qui couraient les rues, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations. Et je pense que cette vidéo du 12 juin, si je ne me trompe, a permis de savoir que le président tient toujours la barque. Il a coupé court à toute cette question de je suis parti ici, j'étais ici, il a été exfiltré, tout, il a donné beaucoup d'éléments d'information qui ont permis aux Burkinabés de comprendre un peu voilà, ce qu'il a qualifié de stratégie, qu'il fallait laisser les autres aller jusqu'au bout de leur noyade. Et je pense que ça a permis voilà, de baisser un peu cette tension, bon pas cette tension, cette pression un peu au niveau de la société parce que finalement on ne savait pas où était le président, mais avec cette sortie médiatique, ça a permis voilà, aux uns et aux autres de souffler, de pousser un ouf. Enfin, le président qui apparaît serein comme d'habitude, voilà, qui n'a pas besoin de papier pour faire son speech. Il parle comme on le connaît d'habitude, du fond du cœur. Il dit ce qu'il pense avec les mots qui lui viennent à la bouche. Il dit ce qu'il pense et puis je pense que ça a permis de décrisper un peu la situation nationale. Alors Idriss Koumbem, avant d'aller dans le fond des choses avec plus de détails, déjà, comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie du chef de l'État au niveau de la télévision nationale? À mon avis, je pense que, contrairement à ce que Michael venait de dire, pour moi, ce n'était pas une sortie qui était fortement attendue. Parce que je trouve qu'elle n'était pas nécessaire pour le chef de l'État d'ailleurs. Parce qu'au regard des événements qui se sont déroulés la semaine dernière, il suffisait seulement parce que le gouvernement a des services de communication. Un porte-parole du gouvernement qui est là, un service d'information du gouvernement qui est là. Il suffisait seulement qu'on communiquait normalement par ces canaux et que tout ce que le chef de l'État a dit était résolu. C'est d'ailleurs, je pense, à mon humble avis, que le chef de l'État fait trop de sorties et que justement, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il se substitue à d'autres entités ou à d'autres structures qui devraient jouer son rôle, ce rôle-là, justement. Si le gouvernement avait fait un communiqué pour clarifier tous ces termes-là, ça allait mettre fin. Et c'est normal parce qu'il y a, en tant que service du gouvernement, ou bien le ministre porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui avait fait, en tout cas, cette sortie pour rassurer, on aurait compris. Mais que le chef de l'État lui-même sorte pour ces circonstances, moi je trouve que ce n'est pas à minimiser pour dire que c'est minime, mais s'il doit sortir tout le temps à tous ces événements, à un moment donné, hein, vous savez que la sortie du chef de l'État est quelque chose de solennel. Mais s'il doit sortir à chaque mouvement comme ça, à un moment donné, ça risque de perdre ce caractère-là. Mais Miguel Touré a rappelé aussi le contexte où on était dans un environnement
environnement ou cette sortie était très attendue, non seulement par les travailleurs, mais aussi par les populations. Ces travailleurs qui avaient besoin d'avoir un peu le moral un peu remonté, il est parti en psychologue d'un jour. Bon, ça c'est vrai, ça peut-être c'est son choix, mais il pouvait le faire sans caméra. Voilà, il pouvait aller juste faire remonter le moral et puis personne ne l'aurait su même qu'il allait là-bas. Donc s'il a décidé de communiquer ouvertement, il y a un message qui était derrière. Est-ce qu'on n'avait pas besoin d'une certaine décrispation? Non, mais la décrispation dont vous parlez, c'est en lien avec quoi? C'est ce que je disais. Pour moi, un communiqué du gouvernement ou bien du porte-parole du gouvernement ou bien du service d'information du gouvernement suffisait sur les événements qu'on a vus et on a connus la semaine dernière, suffisait clairement pour aboutir à ce résultat. Et maintenant, je crois que lui-même, en ce qui concerne sa propre personne, parce que si c'est le fait qu'on avait à un certain moment donné fait savoir qu'il avait déserté ou bien il avait quitté le palais présidentiel, il y a eu le conseil des ministres, il y a eu d'abord les images des dons de sang. Le vendredi passé, où on l'a vu là-bas effectivement. Et après, la sortie du 20 juin dernier, c'était également après, ou bien je crois qu'il y a eu le conseil des ministres. D'abord, c'était les images du conseil des ministres que les gens ont vues. Il était présent. Donc, ça suffisait largement pour faire comprendre qu'effectivement, le chef de l'État est là. Et du reste, on allait avoir ces résultats-là en fin de soirée, enfin, après le conseil des ministres. Donc, véritablement, ça peut être apporter d'autres informations qu'on avait sur certains faits, mais je trouvais qu'à cette étape-là, ce n'était pas nécessaire que lui-même, en tant que patron, sorte pour essayer de répondre à tout ce qu'on a vu. On est toujours dans l'analyse superficielle. Joël Soré, est-ce que vous êtes en phase avec déjà l'appréciation de la sortie par Idrissa Koumbem? Bon, je comprends un peu Idrissa Koumbem dans sa démarche. Mais aussi, il faut dire qu'il y avait une situation à élucider, une certaine assurance à donner. Parce qu'à un certain moment, on faisait face à une sorte de guerre de communication. D'un côté, les prohibés. De l'autre côté aussi, bon, ceux qui communiquaient aussi de leur façon. On a entendu des propos tels qu'il est au Niger, il n'est pas au pays, il a fui. Donc, est-ce qu'un communiqué du gouvernement allait suffire? Je ne pense pas. Cela allait peut-être permettre encore d'alimenter encore d'autres appels fake news, des informations. Bon, on peut choisir ce qu'on veut. Voilà. À un certain moment, je pense que les gens voulaient voir le chef de l'État. On veut le voir comme ça. Voilà. Est-ce que c'est vraiment lui, il va bien, il est au pays? Je pense que c'est ce message les gens voulaient. Donc, bon, cette sortie a permis, en quelque sorte, de taire un peu certaines publications ou spéculations qui se faisaient sur les réseaux sociaux. Bon, une façon pour lui de dire aux gars, bon, je me porte bien, je suis là, je suis de retour, je prends les choses en main. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi attendre plus d'une semaine après un incident pour aller sur les lieux. Déjà que la roquette a été tirée, incident de tir, le ministre a été sur les lieux. On aurait voulu que le chef de l'État, soit le lendemain, ou même dans la même soirée, qu'il aille sur les lieux au moins. Alors voilà, on a appris qu'il y a ça, ça, ça. Voilà, rassurer les populations. Bon, quand vous assistez à un tel... vous savez qu'un obus tombe dans une cour, on imagine déjà le bruit, sans oublier le cratère que ça fait, avec les dégâts matériels qu'on a vus. Bon, vous allez demeurer dans une peur pendant 7 jours avant de recevoir. Vous l'avez dit, il y a eu la présence du ministre d'État. Oui, tout de même. Le ministre, c'est bon, mais le chef de l'État qui est à côté, il serait bien qu'il soit là, alors pour dire, au moins encourager les agents de la RTB dès le lendemain. Mais quand cela ne tienne, on a laissé planer au moins quelques jours de flou. On ne savait pas où il est. Voilà, d'autres disent il est ici, il n'est pas là. Bon, on se demandait même si le conseil des ministres allait se tenir mercredi. Finalement, c'est jeudi, on dit. Et malgré les images qu'on allait publier, bon, vous l'avez vu certainement, où on parlait même de cette histoire de don de sang, où certains disaient, entre griffes, pour qu'on ne m'accorde pas ces propos-là, que ce n'était pas vraiment la date où il était là-bas. Et ça, vous savez qu'il y a une chaîne consoeur qui a eu des soucis à cause de ça. Donc, bon, si on faisait sortir un communiqué ou une vidéo, les gens allaient dire encore, est-ce que c'est vraiment la date? Voilà, donc il fallait qu'il sorte. Effectivement, quand on voit l'environnement avec les agents, au moins de gauche à droite, tu peux appeler un agent de la RTB que tu connais. Écoute, est-ce que le président était là-bas hier matin? Bon, là, ça rassure plus que le monsieur, il est là, il se porte bien. Alors, Michael Touré, il l'a dit, tout est parti de l'incident de tir. Cette fois-ci, on a eu le chef de l'État qui a donné plus d'explications. Comment est-ce que vous avez saisi cette partie? Oui, c'est des explications que le Burkinabé attendait. Voilà, parce que dès les premières heures,
quand il y a eu l'incident, vous avez vu que je pense que la télévision nationale a fait un communiqué pour dire que c'était un incident de tir. Vous avez vu que beaucoup de Burkinabés n'ont pas cru, quand bien même qu'on a fait un communiqué. Voilà, et la toile s'est enflammée, chacun est parti de ses commentaires. Les gens ont renversé les informations comme ils voulaient parce que il faut le dire, le président lui-même il a dit que la déstabilisation ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et peut-être que dans les semaines à venir, ça va s'accentuer. Et c'est ce qu'on a vu. Dès qu'il y a eu l'incident de tir, il a dit que ça arrive pratiquement. C'est parce que nous sommes en ville que, bon, souvent, sinon, je pense que dans le maniement des armes, voilà, même si c'est pas avec une roquette, même si c'est pas avec une roquette, peut-être avec la calage, par moment, je pense que sur les champs des opérations, facilement, les gens peuvent, voilà, en voulant tester quelque chose, il y a une balle qui sort par ricochet. Donc ça, c'est parce que c'est une roquette qui, bon, ça fait beaucoup plus de dégâts au niveau des véhicules. Donc il a donné beaucoup d'informations. Ça veut dire que de là où le président était, il suivait tout ce qui se passait sur Internet. Donc ça veut dire qu'il suivait l'actualité en temps réel. Vous voyez, il y a des informations qu'il donne. Ça veut dire qu'il est au courant, il suit. Et il a dit qu'il fallait laisser les gens aller jusqu'au bout de leur sale besoin qu'ils ont entrepris pour cette question de déstabilisation. Et finalement, je pense que ceux qui étaient proches de lui, ils ont adopté cette stratégie du silence. Tu es là, tu ne dis rien et on va voir jusqu'à où. Il y a tout de même eu le communiqué de l'état-major par rapport à ces fausses informations, par rapport à des mutineries qu'il y aurait dans certains endroits. Oui, mais est-ce que lorsque vous avez vu le communiqué de l'état-major, est-ce que ça fait baisser la température sur les réseaux sociaux? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vérifié. Quand l'état-major a fait son communiqué, il n'y a rien eu. Après, on a appris qu'il y avait des tirs à Dori. Après, et c'était de fausses informations. Après, on a appris qu'il y avait des tirs à Bobo Dioulasso. Moi, j'ai pris mon téléphone autour de 22h. J'ai appelé notre correspondant Bobo. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe à Bobo Dioulasso? Il dit, bon, que lui-même, il est en ville, mais il dit, pareil qu'il y a des tirs à Bobo Dioulasso. Que non, il n'y a rien. Lui, il est en ville. Il est à quelques mètres du camp, mais bon, lui n'entend rien. Peut-être que c'est une autre localité de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Sinon, c'est pas la deuxième capitale du Burkina. Donc, vous voyez, quand vous voyez toutes ces informations, mais elles ne sont pas démenties. Parce que dès que le comité de l'état-major ne peut pas passer son temps à produire des communiqués pour démentir des choses. Le seul communiqué n'a même pas suffi même à faire baisser. Donc on a compris que c'était une stratégie adoptée par l'équipe présidentielle qui devait laisser courir un peu toutes ces désinformations parce que eux, ils étaient sûrs que le président était sain et sauf en lieu sûr. Donc ils voulaient voir jusqu'à où cette situation-là allait les amener, et que le président a dit ça a permis d'identifier un peu ceux qui sont contre le Burkina Faso, et ça a permis aux Burkinabés et aux Africains de comprendre un peu ce qui se joue au Burkina Faso et ce qui se joue, si on pourrait le dire, dans la zone sahélienne en termes de souveraineté que les nouvelles autorités ont décidé d'engager et de se libérer un peu de cette question impérialiste là. Mais ça sera difficile. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Il y aura encore et encore des tentatives de déstabilisation. Maintenant, c'est aux autorités d'essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurrer. La société est assez divisée. Donc, je pense qu'il faut trouver un cadre assez large, ouvert, pour discuter d'un certain nombre de sujets, pour rassembler tout le monde autour de la maison commune qu'est le Burkina Faso, et puis essayer d'amener le maximum de personnes à regarder dans la même direction. Tout le monde ne pourra pas regarder dans la même direction, mais au moins si le maximum de personnes sont engagées dans une dynamique, le reste, bon, je pense que on ne peut pas faire avec tout le monde, mais ce que le président doit faire, c'est de cheminer avec le maximum de Burkinabés possible. C'est ce qui permettra une réussite éclatante de la mission qu'il s'est assigné, reconquête des territoires, réforme, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et disent que même d'entrée de jeu, on a vu votre position. Pour vous, cette sortie n'avait peut-être pas besoin d'avoir lieu forcément, mais finalement, elle a tout de même permis d'avoir d'autres explications, d'autres sons de cloche, venant surtout du chef de l'État par rapport à l'incident de tir qu'il y a eu. Effectivement, c'est peut-être à ce niveau où ça apportait un plus, mais qui, de mon avis,
même si ces explications ne venaient pas du chef de l'État ou toute autre personne du gouvernement, allait être aussi crédible. Michael Toubia a tout à l'heure pris l'exemple de ce qu'on a eu comme communiqué de l'état-major qui n'a pas fait baisser la température au niveau des réseaux sociaux, au niveau des gains publics. Non, il ne faut pas se fier peut-être aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la manière, on ne peut pas gouverner en se disant que bon, sur les réseaux sociaux, les gens sont d'accord, les gens ne sont pas d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Et même si c'est comme ça, dans cette logique, quand une information ne concorde pas avec quelqu'un qui l'appréhende ou qui souhaite que ça soit ce que lui pense, il peut en tout cas la refuter, c'est son droit. Maintenant, si c'est la réalité et que ce sont les faits, voilà, ça va se savoir dans le temps. Donc on n'avait pas besoin de trop polémiquer sur ces questions-là. Voilà, il y a eu des communiqués. S'il y avait effectivement, il y a d'autres moyens pour vérifier, s'il y avait effectivement des tirs ou bien des mutineries dans les casernes, forcément les gens allaient savoir tôt ou tard. Maintenant, si ça n'y est pas aussi, les gens allaient le savoir. Donc je pense que si c'était le ministre de la Défense même ou bien le porte-parole du gouvernement ou toute autre personne du gouvernement qui avait pris la parole aussi pour rassurer les gens, ça pouvait donner. Maintenant, si le chef de l'État a estimé que lui-même pouvait le faire, bon, peut-être qu'il a des objectifs, mais je trouve, à mon avis, très humblement, que ce n'était pas nécessaire. Pour revenir à la question maintenant, ça a permis quand même de répondre à la question à laquelle les gens se posaient depuis l'incident de tir, qui était d'où venait ce tir-là exactement. Bon, le chef de l'État a dit que c'était des erreurs de manipulation de la relève et qu'il y a eu même des blessés qui ont été pris en charge. Ça, c'est un élément qu'on a appris. D'autres éléments aussi, c'est peut-être l'histoire qu'il y avait des avions qui partaient vers Douri et autres. Ça, il n'a pas nié, mais il a dit que ce n'était pas l'objectif de la présence de ces vols-là ou bien de ces avions, de ces aéronefs, n'était pas comme on l'a fait croire au niveau des réseaux sociaux. Donc, en fin de compte, c'est ce que moi j'ai retenu de nouveau. Sinon, le reste, la question médiatique de la désinformation, ce n'est pas nouveau. Même à plusieurs de ses sorties depuis un certain moment donné, il est revenu clairement sur des médias occidentaux qui travaillent à manipuler, qui sont peut-être dans la désinformation. Malheureusement, on ne peut pas les suivre parce que ces médias... On va justement parler de ces médias-là tout à l'heure, mais en attendant, comment est-ce que vous avez apprécié cette stratégie de communication, cette stratégie qui a consisté à laisser les choses se passer pour finalement sortir plusieurs jours après au niveau de la RTB et tout casser ainsi? Non, bon, ça peut... Est-ce que, bon, c'est le chef de l'État qui dit que c'était une stratégie, mais pour vous avez des raisons d'en douter? Non, bon, je ne doute pas, mais je trouve que, bon, ce n'était pas nécessaire. Du moment même où l'État-major a communiqué, le CSC, entre-temps, ou bien il y a eu un communiqué encore en plus du CSC qui avait... Bon, il y a eu beaucoup d'institutions qui avaient déjà donné pour assurer que le chef de l'État était là, qu'il n'y avait pas de rumeurs. Je crois que les sorties que lui-même il a fait à l'occasion du don de sang, ça montrait effectivement, à mon avis, pour dire qu'il était toujours là et que c'était présent. Maintenant, s'il trouve que c'est une stratégie pour voir comment, jusqu'où les gens pouvaient aller avec la manipulation, peut-être que c'est une stratégie qui a peut-être marché cette fois-ci, mais je trouve qu'il n'a pas à faire cette stratégie-là pour répondre à des gars. Elle est risquée comme stratégie. Non, ce n'est pas que c'est risqué, mais il ne doit pas... Voilà, il doit diriger pour montrer qu'il est là. Même s'il fait 100 jours, il n'apparaît pas et qu'il est toujours là. Voilà, un jour, s'il dirige le pays, on sait que c'est lui. Il n'a pas besoin de dire que non, on voudrait savoir où les gars pouvaient... il n'a pas dit exactement ce que les autres ont dit. Peut-être que c'est les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que... Voilà, donc, mais... Tout compte fait, je trouve que c'est une stratégie qui a peut-être marché cette fois-ci, mais qui, à mon avis, il n'a pas besoin en tant que chef de l'État de montrer à chaque fois que peut-être ses détracteurs pensent qu'il a fui. Non, comme lui-même il a dit, bon, si c'était un poste vacant, effectivement, qu'il avait fui, certainement, on allait savoir. Oui, voilà, la réponse, elle a été toute claire. Nous, on ne fuit pas, on n'abandonne pas. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas aussi, c'est pas
en s'éclipsant. Malgré ça, les gens sont revenus encore. Si vous avez suivi encore l'actualité, malgré cette sortie, les gens ont dit bon, non, c'est plus une stratégie. Voilà, il ne faut pas disparaître quelque temps et puis revenir que parce qu'on s'est rassuré des conditions sécuritaires avant de venir. Tu vois, c'est ça, je dis, le chef de l'État n'avait pas besoin de vouloir répondre à des gens qui estimaient qu'il avait fui. Voilà, s'il avait fui, effectivement, ceux qui ont fui, en tout cas, on sait, on le connaît, on sait qui a fui le pays et qui est là. On n'a pas besoin de sortir encore pour dire mais voici, je suis là. Ils constateront par eux-mêmes à travers vos faits et vos actions que vous êtes là. Voilà. Mais la stratégie adoptée par le président du Faso, c'est pas une première. On l'a vu en Guinée. Voilà, on a vu un moment où le général, lorsqu'il devait dissoudre le gouvernement, on avait entendu des bruits de bottes, il avait pratiquement disparu. Et il est revenu, quand il est revenu, il a dissous tout, il a dissous le gouvernement. Il parlait du général Doumbouya. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement la même stratégie que le général Doumbouya a utilisée, que le chef de l'État a usé ici. Parce qu'il s'est éclipsé pendant un bon bout de temps, sans doute pour observer ce qui allait se passer. Et puis, il disait qu'il y a des ministres qui pouvaient sortir, il dit que le président était là. Mais moi, je ne vois pas, à cette époque-là, quel ministre qui pouvait sortir. À cela, il y a déjà le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui s'est rendu sur les lieux de l'incident de tir. Il va dire que le président est là, il se porte bien, et puis les gens vont. Il y a eu le communiqué de l'état-major qui rassurait qu'il n'y a pas de mutinerie. Ça, déjà, je parle de la personne du président. Parce que lorsque vous suivez un peu l'agenda du président, vous voyez que c'est quelqu'un qui, chaque 2 jours, accorde des audiences. Il est vraiment présent dans la scène médiatique. Il disparaît pendant 3, 4, 5 jours. Vous voyez que ça commence à poser... Des audiences ont été accordées à l'un des panafricanistes béninois qui était présent sur le sol burkinabé pendant cette période. Mais c'est le seul. Alors que vous voyez que le président, dans la journée, peut accorder 2 audiences. La presse et puis, ou bien la page officielle de la présidence en fait le coup. Mais après... rien du tout, jusqu'à ce qu'on le retrouve dans cette affaire de don de sang, dont les images ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. On le retrouve à l'université de Ouagadougou, où on a l'impression que tout a changé autour de lui. Sa garde, on voit qu'elle était une garde extrêmement légère qui assurait sa sécurité. On était tout de même dans un lieu de prière. On ne va pas refaire le débat. On était dans un lieu de prière. On ne refait pas le débat, mais vous voyez un peu que finalement, même les gens ne savent même pas que le président est là. Finalement, et il s'en va. C'était peut-être ça l'option. Oui, l'option. Malgré tout, les gens ne croyaient pas que le président est toujours là. Donc pour vous, il était nécessaire que le chef de l'État fasse une apparition au niveau de la RTB? Non, pas au niveau de la RTB. Il devait faire forcément une apparition pour expliquer. Donc vous n'êtes pas en phase avec la lecture d'Idriss Koumba? Voilà, c'est pas forcément la RTB, même si c'était au palais, peu importe, ça pouvait être peut-être une actualité, peut-être hors de la capitale qu'il présidait. Il va forcément faire une apparition pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant ces 5 jours, 6 jours dont on le voyait passer. Je demande la parole, réaction rapide. C'est pas une disparition. Si on dit qu'il a disparu et qu'à l'intervalle d'une semaine, on l'a vu sur les médias au moins 4 à 3 fois au moins. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent. On l'a vu à la prière, c'était lui. Il y a eu une vidéo qui a accompagné les images. Il a reçu Kémy Séba, il a fait un don de sang. Le conseil des ministres, il a été pris. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'il y a un élément aussi qui veut maintenant à ce que vous tenez pour justifier. Il n'avait pas besoin de faire cette sortie. Moi, c'est clair, parce qu'il avait fait d'autres sorties qui justifiaient à suffisance qu'il était là. Voilà. Alors, Joël Soré, on va aller vers le dernier volet justement de ce premier sujet. Il y a eu une sorte d'acharnement de la part de médias occidentaux. On a vu le communiqué de l'état-major pour démentir ces allégations et qui parlaient de mutinerie au sein de certaines casernes, de tirs qu'il y aurait du côté de Dori, du côté de Bobo Dioulasso. Et le chef de l'État là-dessus n'a pas du tout été avare en parole. Il a estimé qu'il s'agissait de médias menteurs qui manipulent l'opinion. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Bon, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas, c'est un peu choquant quand même, venant d'un chef d'État. Mais on sait déjà que la tension, la situation est assez tendue entre les autorités de l'heure avec certains pays, que je ne citerai pas la France. Et déjà, quand on parle de ces médias occidentaux, la plupart sont des médias français. Donc déjà, il y a cette colère. Mais déjà, est-ce que vous avez senti cette sorte d'acharnement qu'il y a eu sur le Burkina Faso dans cette période-là? Oui, dans cette période, il y avait quand même assez d'informations qui
qui tendait à embraser, en tout cas, pousser les gens à avoir une certaine idée sur le président qui aurait fui ou bien qui ne serait plus à mesure de diriger le pays. Ça, on l'a vu à travers certaines publications. Voilà, bon, quand le président vient traiter de menteur, il est dans son droit, c'est lui le chef de l'État. Et on sait déjà qu'en termes de coopération, c'est pas trop ça entre les deux parties. Donc c'était une occasion pour le chef de l'État aussi de verser sa colère contre ces médias. Il a même cité quelques présidents comme paix à son âme Kadhafi. Il a parlé de Laurent Gbagbo où ces mêmes médias ont contribué à salir ou à ternir l'image jusqu'à ce qu'on envoie Gbagbo à la CPI pour qu'on le ramène encore pour dire que bon écoute, on le blanchit. Donc il a pris cet exemple là pour parler, essayer de convaincre ceux qui étaient devant lui, certainement sachant que ce sont des messages qui seront divulgués à travers la presse. En tout cas, on a vu un président qui était à l'aise, mais qui a saisi une occasion pour corriger, si on veut le dire entre griffes, ces gens qui sont considérés comme ces détracteurs, ces gens qu'il voit en ennemis, qui sont utilisés pour saper en tout cas les actions, les efforts qui sont consentis pour la bonne marche de la transition. Voilà. Au-delà de ça, bon, il a même parlé de certains médias sur le plan national. Quand il parle de médias qui ne vivent pas de publicité ou autre, voilà, les sources de financement, il se pose des questions. Bon, on aurait voulu qu'il aille jusqu'au bout de son idée, voilà, pour peut-être indexer qui sont ces médias-là sur le plan national qui sont considérés comme des médias détracteurs. Bon, on attend de voir. Mais je pense que jusqu'à présent, la presse privée, en tout cas, fait preuve de maturité, voilà, d'accompagnement. En tout cas, quand la présidence envoie une vidéo, on parlait tantôt d'audience, presque la plupart des partis, les médias relèvent ça, souvent même sans changer de mots. On prend, on publie les extraits des vidéos pour la télé, les audios pour la radio. Donc la presse, ici, je pense que la presse accompagne le chef de l'État. Bon, maintenant, quand on décide de traiter d'autres d'apatrides, de menteurs, il a même parlé d'escrocs entre-temps dans ses propos. Bon, je pense que c'était assez fort, mais on comprend un peu, comme le temps qu'il était, il s'est en étant en retrait avec les informations qu'il a vues. Bon, et la question qu'on se pose, des médias que vous suspendez, bon, et qui attirent malgré cela de l'attention, bon, il ne sait pas s'il y a des manières où les gens contournent pour aller suivre ces médias. Alors, qui même part suivre ces médias pour qu'ils soient au parfum de certaines choses? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on n'avait pas mieux à se concentrer sur les médias ici, à se concentrer sur ce qui nous préoccupe sur le plan national? C'est la question qu'on se pose. Bon, qu'à cela ne tienne. En termes d'apatride, je pense que le président qui va entamer bientôt un mandat de 5 ans, ce serait bien de penser à tous les fils de ce pays-là. Voilà. Voilà, quand on ramène tout un chacun, voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Chacun de son côté peut apporter une pierre quand même pour la construction de ce pays, faire tabula rasa, c'est-à-dire voilà, on met à plat tout ce qui nous divise, venons, on va construire la nation ensemble. Je pense que ça pourra nous aider quelque part. Alors, Michael Tougri, comment est-ce que vous avez apprécié le traitement de l'information de l'incident de tir jusqu'aux fausses nouvelles par rapport aux velléités de déstabilisation et même de mutinerie? Comment est-ce que vous avez apprécié le traitement par les médias occidentaux pour lequel le chef de l'État était très remonté? Oui, ça se comprend, le fait qu'il soit très remonté. Mais vous savez aussi, on l'a toujours dit, la nature a horreur du vide. C'est le vide laissé par cette communication gouvernementale qui a fait que les médias européens se sont engouffrés et ils ont servi ce qu'ils voulaient servir à la population. Quand ces différents médias publiaient, est-ce qu'il y avait une autre actualité qui disait que non, c'était pas vrai? Mais Joël Soré l'a rappelé tout à l'heure, ces médias ne sont pas censés être suivis puisque déjà suspendus au pays des hommes intègres. Mais je vous dis que suspendus, mais si vous voulez suivre ces médias, vous allez les suivre. Je ne sais pas de quelle manière, mais si vous êtes sur Facebook, après vous allez voir, voilà, souvent des liens. Vous voyez les publications, voilà, de ces médias. Donc moi, je ne sais pas comment ces médias-là arrivent à contourner un peu la sanction. Sinon, on voit, et puis voilà, vous reconnaissez qu'il y a tout de même eu un acharnement sur le Burkina Faso ces derniers jours. Mais est-ce que moi, quand je regarde ce que c'est un acharnement, c'est que pratiquement tous les pays qui sont dans cette situation,
Voilà, si la même actualité... Vous parlez des pays de l'AES? Non, pas de l'AES. Parce que même si ça se passe dans un autre pays, je pense que ça sera la même chose. Dès qu'il y a une situation un peu tendue dans un pays, vous allez voir que à chaque fois, lorsqu'on veut faire le journal, c'est l'heure du pays qu'on annonce, la capitale, ainsi de suite, que ce soit au Mali, au Niger, même en Côte d'Ivoire. Voilà, dès qu'on sent un peu la tension quelque part, du coup, le regard de ces pays, de ces médias-là sont braqués vers ces pays pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais moi, je pense que on n'a pas suffisamment apporté la réponse qu'il fallait à ces médias-là. C'est la raison pour laquelle ces médias-là ont réussi à inonder. Donc pour vous, la réponse, c'était de ne pas utiliser cette stratégie qui a consisté à laisser les choses se passer. Oui, on a laissé les choses, voilà, laisser les choses assez longtemps. Mais bon, comme on l'a déjà relevé, c'était un peu peut-être une stratégie de la présidence de laisser faire, de laisser regarder. Sinon, dès que ça s'est passé, si on avait coupé court, le président était sorti, je ne sais pas d'où ces médias-là vont tirer l'information pour dire non, qu'il est parti au Niger, que non, il aurait des blessés à la présidence. Bon, tout ce qu'on a raconté, je pense que voilà, ça n'allait même pas arriver. Bon, on a l'impression que c'était un tir groupé sur le Burkina Faso, mais il faut reconnaître que c'est le vide, le temps qu'on a laissé, ce temps a permis à ces médias-là de construire tout un ensemble d'informations sur le Burkina Faso qui souvent n'étaient pas fondées. Voilà, parce que à chaque fois quand vous lisez, voilà, vous voyez aucune autorité. Ils vont vous dire qu'on a contacté le ministre même qui a refusé de parler. Voilà, c'était tout un argumentaire qui était bâti pour essayer ils avaient les stratégies. Voilà, eux seuls savaient ce qu'ils voulaient. Et on sait aussi, Joël l'a dit, qu'on a la situation entre le Burkina Faso et le pays qui abrite ces médias. Et on sait aussi plus ou moins d'où sortent les financements de ces médias, les médias qui pour la plupart sont financés par le Quai d'Orsay, alors qu'on sait que le Quai d'Orsay, voilà, c'est la politique française à l'international que vous allez divulguer, alors qu'on sait que la France a perdu pratiquement une bonne partie, voilà, de ces pays, de cette zone CFA, Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, Niger, qui, on l'a toujours rappelé, ces trois pays couvrent plusieurs millions de kilomètres carrés. Ces trois pays dépassent en termes de superficie la moitié des pays de la CEDEAO, et puis avec une population relativement intéressante de plus de 65 millions de personnes. Donc c'est un marché assez intéressant que la France a perdu. Donc il faut être sûr que la France ne va pas se laisser faire. À chaque fois qu'elle aura l'occasion, à chaque fois que nos autorités vont prêter le flanc, elle va toujours saisir ça pour essayer de renverser la situation en sa faveur. Donc c'est à nous d'être vigilants. C'est pour cela qu'il faut construire des médias solides qui peuvent répondre à ces médias-là. Si nous ne considérons pas des médias solides, si au regard de la situation que traverse le Burkina Faso, peut-être le gouvernement n'accompagne pas les médias de façon conséquente pour pouvoir faire face à cela, et que le gouvernement ne dise pas clairement ce qu'ils attendent des médias, ça sera extrêmement difficile. Ce n'est pas venir dire non, il faut nous accompagner. Il faut nous accompagner, ça ne veut rien dire. Voilà, dites clairement ce que vous voulez. Vous verrez que les médias vont se mettre en branle, et puis vous allez voir qu'on va créer un ensemble de médias solides pour essayer de contrecarrer. Aujourd'hui, même si vous avez voulu même donner l'information juste par rapport à la situation où le président, voilà, était en retrait, vous dites quoi exactement? Alors, dernière réaction, Joël Soré, avant qu'on termine avec Idriss Koumba. Assez rapidement, c'est vrai qu'on en veut aux médias, mais il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est la part contributive des réseaux sociaux. Dans ce vide qui a plané ces quelques jours-là, les réseaux sociaux, c'était vraiment l'attention. Vous voyez d'un côté les pros, les anti qui allumaient un peu avec les informations. C'est surtout là-bas que les gens prenaient les informations sur TikTok, Facebook, pour ne pas citer ces médias-là. Et bon, quelque part aussi, il faut situer les parts de responsabilité. Qui a commencé cette histoire de propagande sur les réseaux sociaux? Il va falloir qu'on se pose les questions et tirer des leçons. Voilà, ça a commencé au début sous forme de propagande. On insultait l'autre partie. En tout cas, il y avait de la provocation aussi sur les réseaux sociaux. Voilà aussi que le camp d'en face se sert aussi de ces réseaux sociaux-là pour diffuser certaines informations qui s'avèrent être fausses maintenant. Voilà. Donc c'est de savoir José, voilà, comment utiliser, comment sensibiliser les gens sur la conduite à tenir sur les réseaux sociaux. Et aussi il y a une matière d'éducation aussi en termes d'utilisation de ces réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Est-ce
quel exemple on donne. Éviter certaines grossièretés, éviter de parler de certaines choses. Bon, on en voit plusieurs soutiens qui affirment des choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Souvent, tu écoutes une vidéo de quelqu'un, bon, souvent tu as envie de rire, souvent ça fait pitié aussi. Donc il faudrait revoir ça. Alors, il s'agit de médias menteurs qui manipulent l'opinion. Le chef de l'État n'a pas été avare en parole par rapport au traitement qui a été donné au niveau des incidents qu'il y a eu dans la capitale. Comment est-ce que vous évaluez ce traitement-là justement et également cette prise de position du chef de l'État, Idriss Koumbem? Alors, je ne peux pas apprécier avec justesse ces affirmations du chef de l'État, d'autant plus qu'il n'a pas identifié clairement les médias sur qui il faisait allusion. On parlait de médias occidentaux, il a cité des médias que je ne vais pas répéter ici. Ok, il a dit médias occidentaux, il en a cité. Vague. Si on parle de France 24 et RFI, justement, je ne sais pas comme les uns et les autres l'ont dit, c'est par quel moyen les gens arrivent à suivre, d'autant plus que ces médias sont suspendus sur notre territoire, ils n'émettent pas, et même à travers les médias, les réseaux sociaux, si c'est Facebook, les liens, le disait, il y a d'autres moyens de les suivre. Accès. Voilà, peut-être d'autres moyens. Souvent, c'est des bribes d'informations. Quand vous essayez de cliquer sur les liens, ça ne donne pas quelque chose. Donc, particulièrement, des informations diffusées sur cette actualité, sur des médias occidentaux comme RFI, je n'ai pas suivi. Par contre, ce que j'ai suivi, c'est peut-être la sortie de Newton Ahmed Bari sur TV5 Monde, que d'ailleurs le CSA a recadré. C'est cette interview, une capsule vidéo que j'ai vue et que j'ai suivie également, qui expliquait la situation du pays, de la situation, qui donnait son point de vue. Mais ça n'engage que lui. Qui a été condamné avec la suspension du média en question par le CSA. Exactement, voilà. Donc il donnait son point de vue, c'est ça, moi j'ai pu suivre, qui n'engageait que lui. Je ne me prononce pas sur ses prises de position. Outre cela, franchement, je n'ai pas eu d'autres informations. Maintenant, s'il y a eu effectivement un son de cloche tendant à désinformer... Donc pour vous, ce serait exagéré de dire qu'il y a eu une sorte d'acharnement sur le Burkina cette dernière semaine de la part de ces médias occidentaux. Voilà, je n'ai pas suivi, en tout cas de fait. Mais s'il y en a eu qui tendaient à dire, c'est comme il a dit, c'est plutôt sur les réseaux sociaux véritablement que moi j'ai suivi ce débat. Le président a quitté le palais, c'est sur Donc pour vous, s'il faut situer les responsabilités, la faute aux réseaux sociaux. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux que ceux qui ont publié sur ces réseaux. Peut-être que les médias occidentaux ont relayé certaines informations que des activistes ont publiées, peut-être sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce niveau. Si effectivement c'est à ce niveau, j'ai suivi également des gens qui ont publié pour dire que le chef de l'État a fui, il a déserté, il y a des mutineries, il y a des tirs dans des casernes. Effectivement, voilà, ça peut-être ce sont ces détracteurs aussi qui à un moment donné utilisent la désinformation aussi pour communiquer. Malheureusement, dans ce contexte-là, on a habitué peut-être le citoyen, le public burkinabé à la désinformation au point où les gens croient comme ça, de façon, je vais dire, naturelle. Ils ne se posent pas de questions. C'est juste parce que l'information, c'est quoi? On dit que quand l'information aussi consolide ton point de vue ou ta pensée, généralement, c'est difficile d'avoir un esprit critique pour interroger l'information. Ça veut dire, vous êtes là, si vous voulez que cette situation se passe, et tant que vous voyez une information qui parle de ça, vous dites que c'est vrai. Donc, nous sommes dans cette situation et c'est ça qui a embarqué beaucoup de personnes qui ont commencé peut-être à relayer de fausses informations et qui a inondé la toile. Bon, s'il y a des médias qui ont repris cela dans l'optique de nuire aussi ou bien de créer des problèmes au chef de l'État, c'est tout à fait normal. On a une institution de régulation des médias qui est propre en tout cas à manier le bâton. Je crois qu'il appartenait à cette institution-là d'ailleurs de communiquer, de prendre les sanctions qui sied en la matière. Pris par le temps, nous allons très rapidement aborder les deux autres sujets qui nous restent pour la tribune des éditos. Et pour le deuxième sujet, on se souvient que le 10 juin dernier, la délégation spéciale de Ouagadougou avait donné un délai de 10 jours aux commerçants de la capitale pour libérer les accotements des voies. Michael Tougri, faut-il s'attendre à ce que le message soit entendu par les commerçants, étant donné qu'on est aujourd'hui à samedi 22 juin, exactement un délai qui est passé de 2 jours? Non, pour cette question-là, nous attendons de voir. Je ne sais pas quelle gymnastique le PDS va trouver pour faire respecter cette disposition, mais nous attendons de voir. Mais j'estime que
ça serait un peu difficile pour... Elle a beaucoup fait tout de même dans la sensibilisation d'une décision qui se devait d'être appliquée depuis novembre 2023. Oui, c'était depuis novembre 2023 que la disposition devait être appliquée. Après, on a dit non, il faut ramener ça en 2024. On a vu que le PDS a lancé un processus de sensibilisation. Ils ont sensibilisé, ils ont même marqué tous ceux qui doivent reculer de 2 mètres. Il y a même des dispositions qui encadrent un peu l'installation autour de la voirie. Au Burkina Faso, ce qui est intéressant, on a les beaux tests. Les tests sont là. C'est comment mettre ça en application. Aujourd'hui, quand vous allez demander, ils vont vous dire non, le PDS, voilà, ce n'est pas le maire central qui est responsable de ça, ce sont les maires d'arrondissement qui ont laissé installer les petits commerces tout au long de la voirie, et ces commerces-là aussi payent des taxes qui rentrent dans les caisses de la municipalité. Tout ça, comment on fait? Mais à partir du moment où la décision de l'autorité intervient pour une libération de 2 mètres, elle se doit d'être appliquée. Oui, elle se doit d'être appliquée. En même temps, moi aussi, j'ai vu des vidéos, voilà, de quelques éléments de soutien de la transition qui sont contre le fait de reculer de 2 mètres. Force ils ont demandé à la loi, force à l'autorité. Oui, mais ça je dis, force reste à la... Dans certains pays, certains pays voisins, dès qu'on donne l'information, dès que la date butoir arrive, ce sont les caterpillars qui viennent raser tout. On a vu ces cas récemment du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais est-ce qu'au Burkina Faso, nous allons aller jusqu'à au bout des dispositions qui ont été prises depuis novembre 2023, chose qui serait chose qui sera... J'attends de voir. C'est pour là que j'ai dit que nous attendons de voir voilà, quelle prouesse le PDS va trouver pour faire reculer. Et c'est dans toute la ville de Ouagadougou. Vous allez voir. L'État contracte beaucoup d'argent, on met du bitume. Et puis après, vous voyez, dans les semaines qui suivent, les gens viennent, ils occupent les accotements. Pour ceux qui ont des véhicules, on est difficile pour stationner. Ceux qui ont des motos, vous ne pouvez pas stationner parce que si vous stationnez, on va dire que vous allez stationner devant une boutique, c'est une infraction. Si la police passe, vous allez payer. Alors qu'on n'a pas libéré la voie. Donc, j'attends de voir comment le PDS va se mettre en branle pour essayer de faire respecter toutes ces dispositions-là. Parce que c'est pratiquement dans toute la ville de Ouagadougou que les gens ont occupé les accotements des voies jusqu'à certains même sont sur le trottoir. Joël Soré, le délai est passé d'aujourd'hui de 48 heures. Est-ce que vous êtes sceptique comme Michael Tougri quant à ce que le message soit entendu, les sensibilisations soient entendues par les commerçants pour libérer justement ces emprises de voies de 2 mètres? Oui, j'ai suivi un reportage sur ça où il y avait quand même des commerçants qui comprenaient la mesure, l'inquiétude de l'autorité. Voilà. Maintenant, c'est quelques personnes qui s'excitent sur les réseaux sociaux pensant être des intouchables, surtout sur cette transition qui semble inquiéter. Parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir quand la répression va commencer. Si jamais il y a Caterpillar qui va raser, je ne sais pas comment ça va se passer. Je rappelais force à la loi, force à l'autorité publique. Oui, mais on est dans un contexte où souvent il faut caresser d'autres du poil dans le sens du poil. Il y a d'autres aussi qui sont là, c'est le fouet. Bon, c'est ça aussi, il y a ce 2 poids 2 mesures. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et même, bon, s'ils arrivent à raser, allez-y 2 jours, 3 jours encore voir ce que vous allez constater là-bas. On est habitué à ça. N'est-ce pas pour toutes ces raisons qu'il y a eu autant de sensibilisation à l'endroit de cette couche-là? Moi, je pense qu'il faut un message fort. Voilà, que l'autorité, au-delà du PDS, même tape du poing sur la table. Parce qu'il n'y en a pas eu suffisamment assez. Vous avez 3 ministères qui, depuis novembre 2023, sont sur la question. Je suis d'accord avec vous. Il y a le commerce, il y a la MATD et puis le transport. Oui, c'est normal. Maintenant, c'est le PDS qu'on met devant. Est-ce que ces ministères-là aussi ne gagneraient pas à se joindre voilà, pour sortir, en fait, donner un peu du poids au PDS parce que lui seul, pour pouvoir dégager ces gens, à travers les villes, je vois les marquages là, hein, voilà. Bon, pour pouvoir raser tout ça, je ne sais pas si c'est le projet, ça ne sera pas aisé. Ça ne sera pas aisé. Je sais que les gens, d'aucuns vont se plaindre encore. Voilà, déjà que la situation économique n'est pas trop ça. C'est dans ça on se débrouille. Pour leur propre sécurité, on a juste demandé de reculer de 2 mètres. C'est ce qui est prévu par les textes. On connaît un peu ce domaine-là, on connaît un peu ce secteur-là ici. Les gars, ils n'ont rien à foutre, entre griffes, excusez-moi du terme, de ces questions de sécurité. Lui, il cherche à manger. Voilà, et actuellement, c'est des gars qui ont le vent en poupe, donc bon, du coup, il ne faut pas les toucher. Hein. Voilà, oui, allez-y rapidement, Michael Tougri. Il y a des dispositions qui sont prises. Vous vous souvenez des inondations de 2009? Il y a des zones qui sont déclarées des zones inondables. Personne ne doit habiter. Des dispositions ont été prises pour dire aux gens de quitter. Mais allez-y encore. Des gens ont été indemnisés par l'État pour cela. Mais allez-y voir. Ces personnes, des gens sont toujours installés
dans ces zones inondables, là, on est au bas de l'État. Mais l'État ne peut rien dire. Voilà. Ce n'est pas un PDS qui a dit non que la zone... Oui, un maire à l'époque qui a dit, ce n'est pas un maire. C'est tout un gouvernement qui a dit. Alors que j'estime que l'administration était une continuité. Donc, il fallait que l'État s'assume. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont installés. Le PDS, il est volontariste. Il veut bien. Mais est-ce qu'il va y arriver? C'est ça qu'on attend de voir. Ils disent quand même qu'on a un délai qui est écoulé de 48 heures par rapport à la libération de ces emprises de voix. Est-ce que cette fois-ci le message sera entendu par les populations, par les commerçants? Et au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'il faut passer peut-être à une autre étape cette fois-ci? Alors, quand j'ai suivi en tout cas le reportage du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, je me suis dit qu'il est en train de se faire coudre une robe qui lui sera très grande. Parce que malgré sa bonne foi et en tout cas sa bonne volonté, je ne vois pas comment cela peut être possible. Rappelez-vous, de par le passé, qu'en 2000, je crois que c'était 2021, il y a eu l'ancien maire de la commune de Ouagadougou, Arma Pierre Biawende, qui avait interdit l'occupation justement de la voie publique pour des activités culturelles et sociaux. Mais allez-y faire le constat dans certains quartiers aujourd'hui, on occupe au détour d'un virage, vous voyez qu'il y a une tente qui est installée, les gens sont là assis, il faut rebrousser chemin. Donc ça c'est un constat. Et même mieux qu'ils avaient interdit aussi entre-temps la circulation des camions gros poids parce qu'il y a eu un incident malheureux qui s'est produit à des heures de pointe. Aujourd'hui, faites le constat. On avait promis la répression. Pour cette question, c'était depuis novembre que la mesure devrait rentrer en vigueur. On dit que on a dû en tout cas surseoir à cette date butoir dans l'intention de mieux sensibiliser en fait. Aujourd'hui, on est passé de 48 heures. Ce qui va suivre, est-ce que objectivement et réellement, on pourra quand même, dans toute la ville de Ouagadougou, raser toutes les installations qui sont au niveau des voies. À mon niveau, ça semble être vraiment très difficile. Parce que si on commence ce projet, on n'est pas sûr même d'aller jusqu'au bout. Et la faisabilité, c'est très difficile. Il y a des coins, quand vous arrivez, effectivement, les gens ont quand même, à un certain endroit, même pris le goudron. Je ne vais pas citer un exemple, mais si vous voulez, allez au marché à Gouguin, le marché qui est juste derrière. Bon, si vous quittez pour aller à Gouguin, devant la direction générale de la police, dans les soirées, même la piste circulable, tout est occupé par des marchands, des commerçants. Ça peut créer, ça présente des risques. Effectivement, les gens, ils sont, voilà, on sensibilise, mais il ne faut pas. Mais véritablement, c'est que pour les zones déjà occupées, je ne vois pas à présent la solution magique. C'est peut-être voir dans les zones où les gens ne se sont pas encore installés, de maximiser la sensibilisation à ces niveaux. Pourquoi on ne les occupe pas? Parce que c'est tellement grand et c'est partout qu'on ne sait pas où commencer. Donc pour vous, c'est perdu d'avance pour les zones déjà occupées. Personne ne va s'éloigner avec les 2 mètres comme demandé par l'autorité communale. Je ne crois pas, mais j'attends de voir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. On attend de voir comment ça va se passer réellement sur le terrain. Je ne vous retire pas la parole, vous la gardez, mais cette fois-ci pour parler du dernier sujet, car le président sénégalais s'est rendu pour sa première visite hors du continent, du côté de la France à Paris, et c'est en marge du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Alors le nouveau président qui a rencontré son homologue français Emmanuel Macron, comment est-ce que vous qualifiez cette sortie du président sénégalais, première sortie hors du continent? Comment est-ce que vous l'appréciez? Bon, c'est une sortie effectivement, on pourrait dire entre griffes, comme les gens disent qu'il faut souvent faire allégeance, mais quand on regarde le timing qu'il a mis... C'est une sortie non officielle. Non officielle, exactement. Et le premier motif qui a été avancé, c'était juste pour le forum, et après il allait rencontrer le président Emmanuel Macron. Peut-être c'est un prétexte aussi pour maquiller cette visite, pour ne pas donner raison à ceux qui disent que voilà, si vous êtes élu dans le précaré de l'ex-colonial, il faut aller faire allégeance au coq gaulois. Donc il a essayé peut-être d'utiliser, peut-être de trouver un événement pour maquiller cela. Tout compte fait, c'est sa première sortie officielle, c'est un message également. Je crois, la visite, elle a été non officielle. Non officielle pour le moment, mais c'est sa première fois, je vous l'ai dit, hors d'Afrique, hors du continent. C'est en France, il a rencontré le président Emmanuel Macron. Nous espérons qu'ils vont discuter véritablement des
sujets qui fassent. Et ces sujets-là, justement, on a vu qu'ils sont partis. Ils ont parlé de la redynamisation des relations entre les deux pays. Mais on attend de voir quels sont sur les points sur lesquels on va redynamiser cette coopération. Est-ce qu'ils vont aller dans la logique comme nous, nos pays, où on a décidé de rompre les accords militaires sur des points économiques et même diplomatiques? Est-ce que le Sénégal va aller là-bas? C'est les droits, cela appartient au président en fonction de sa vision. Mais clairement, quand on suit les visions du PASTEF, le parti du président du Sénégalais, il y avait, en tout cas sur la question de la coopération, ils avaient parlé de redynamiser, de revoir certains accords, des accords en tout cas d'égal à égal, où il y aura quand même du respect de part et d'autre. Nous espérons qu'ils vont trouver un terrain d'entente. On se souvient clairement aussi de ces positions du PASTEF au cours de la campagne, où le PASTEF estimait que la présence de l'armée française au niveau du Sénégal ainsi que le franc CFA était considéré comme un instrument néocolonial. Exactement. Tout ça, ce sont des messages qui ont été véhiculés, mais souvent il faut faire beaucoup attention parce que le message qu'on est en train de véhiculer avant la prise du pouvoir et après le pouvoir, ça peut changer carrément. Les gens peuvent venir et puis oublier cela en fonction de leurs propres intérêts qui sont en jeu. En fonction aussi des réalités du moment. Bon, des réalités, c'est vrai, mais plus particulièrement ce que les gens mettent en avant et qu'ils ne veulent pas dire souvent, c'est leurs propres intérêts. On tient un discours de gauche, on est dans le discours impérialisme, mais une fois au pouvoir, ils oublient tout cela, Iran, et voilà, ils font avec. Et ce n'est pas les Ousmane Bassirou Faye qui est le premier à la matière. Il y a beaucoup de chefs d'État qui avaient ce discours, mais une fois au pouvoir, ils ont laissé, mieux même, ils ont travaillé avec la France qu'elles ont, ou plutôt qu'ils ont dénoncé de par le passé. Donc on attend de voir est-ce que ce qui a été dit sera suivi d'actions et d'effets sur le terrain. Alors Joël Soré, quelle appréciation par rapport à cette sortie du président sénégalais qui a rencontré son homologue français, et en termes de diplomatie, quelles peuvent être les retombées pour le Sénégal? Bon, d'abord, il faut dire que je ne pense pas qu'il y ait un sentiment d'inimitié entre les deux États. C'est vrai que dans la sous-région, avec d'autres pays, c'est pas l'amour au beau parfum, mais le Sénégal ne serait pas forcément dans cette posture-là. Donc, aller pour un forum qui porte sur la vaccination, c'est tout à fait normal, et profiter de rencontrer Emmanuel Macron, bon, ça permet d'atténuer certains propos de citoyens qui auraient pensé que c'est pour partir faire allégeance. Voilà. Maintenant, à travers cela, on a vu, ils ont parlé de revoir la coopération en mettant l'accent sur le respect mutuel. Je pense que ça a été dit. Donc, au regard de ce qui se passe à gauche et à droite dans la sous-région, je pense que c'est des questions d'intérêt. C'est au Sénégal de voir comment il peut gérer cette coopération avec la France et puis tirer son épingle du jeu. Parce qu'en termes d'échange même déjà avec la France, ce n'est pas à négliger. Voilà. Donc, bon, cette question de France CFA et de base militaire, bon, c'est des discours avant campagne. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, c'est à eux de voir en fonction de la réalité qu'est-ce qui est faisable. Je pense que c'est un État souverain aussi. Et le message est clair. De ma manière, la France doit respecter le Sénégal aussi respecte la France. Et ce sont des intérêts qui seront jugés, voilà, josés, et chacun tire son épingle du jeu, quoi. Michael Touglé, on termine avec vous. Quelles sont vos impressions et vos analyses par rapport à cette sortie du président sénégalais au niveau de Paris? Pour ce qui est de cette visite-là, je pense que le président sénégalais ira partout là où il peut défendre les intérêts des Sénégalais et puis vendre le Sénégal. S'il pense qu'aller en France, ça va permettre de renforcer la coopération la France avec le Sénégal, je pense que voilà, il n'a pas de problème. Lorsque vous regardez en Afrique subsaharienne, le pays qui a le plus gros contingent en France, après le Mali, je pense que le Sénégal est bien positionné en Afrique noire. Ils sont bien positionnés. Donc, lorsque vous battez campagne sur un certain nombre de choses, et puis à la réalité du terrain, souvent il y a des choses aussi que vous laissez tomber. Et ce que moi j'ai aimé dans cette politique du président Sonko, il a dit président Diomaye Faye, il a dit qu'ils vont discuter d'égal à égal. Mais ça, c'est Sonko qui disait. Voilà, Sonko qui le disait. Parce qu'il ne rejette pas la France. Mais il y a certains points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Si la France revient sur un certain nombre de choses, discuter d'égal à égal, ils n'ont pas de soucis. Maintenant, c'est une manière d'affirmer aussi la souveraineté du Sénégal sur tous les plans. Ils ont même parlé de la monnaie. Ils n'ont pas dit qu'ils vont quitter le franc CFA. Ils ont dit qu'ils vont évaluer.
Si le franc CFA ne les arrange pas, ils vont prendre leurs responsabilités. Si ça leur permet de faire le bonheur du Sénégal, des Sénégalais, ça leur permet de développer le Sénégal, il y a tout de même un discours qui a changé avant que on accède au pouvoir et quand on y accède, puisqu'il disait que la présence des militaires français au Sénégal ainsi que le franc CFA étaient considérés comme des instruments liés au néocolonialisme. Oui, il a dit, mais il a dit que quand ils viendront au pouvoir, ils vont évaluer. Même la présence française au Sénégal. Tout ça, ils vont évaluer. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans l'appareil de l'État, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Une fois que vous arrivez, vous regardez, ils vont évaluer. Vous avez vu, quand ils sont arrivés, ils ont évalué un certain nombre de choses. Vous avez vu qu'ils ont commencé à baisser les prix des produits d'un certain nombre de grande consommation au Sénégal. C'est parce que quand ils sont arrivés, ils ont pris le temps d'évaluer un certain nombre de choses. Quand ils vont arriver sur les questions militaires, quand ils ont fini d'évaluer, ils vont prendre des décisions, notamment comme sur cette question de franc CFA. Après, ils vont évaluer tout, parce que vous ne pouvez pas venir du coup, du jour au lendemain, dans une démocratie aussi parfaite que celle du Sénégal, vouloir remettre tout en cause, chambouler tout. Finalement, le peuple va vous dire, c'est vrai, vous avez été élu, mais merci, et il faut libérer le plancher parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc, je pense que le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko sont dans ce processus d'évaluation des différents compartiments, des différents secteurs de développement et de coopération avec tous les pays. Quand ils ont fini d'évaluer, ils vont prendre leurs responsabilités sur un certain nombre de sujets. Et voilà qui met fin à ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous, Michael Tougri. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Truth TV. Merci à vous, Idriss Koumbem. Vous êtes journaliste à la Radio Liberty. Et merci à Joël Soré, journaliste à Truth TV Watt FM. Grandement merci à vous, auditeurs de la radio Watt FM et téléspectateurs de Truth TV, ainsi qu'à l'équipe technique. N'oubliez pas, on se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.